Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre JT Lozère. Un JT Lozère dans les courants d'air aujourd'hui. Est-ce que vous avez reconnu ce magnifique décor? Un décor de cinéma, c'est Marchastel. Nous sommes sur l'Aubrac à l'occasion du festival Photobrac. Un festival qui à l'origine était un pari fou, un pari de faire venir en Aubrac des photographes de tous horizons et puis surtout qu'ils exposent dans des lieux magiques, des lieux insolites. On se retrouvera à la fin de ce journal avec nos invités pour en parler. Juste avant de découvrir les titres du JT, je vous invite à commenter, liker et partager cette édition afin d'en faciliter le référencement. Allez, sans plus tarder, les titres. L'atelier agroalimentaire de Florac a ouvert ses portes, nous étions présents. Les pépites, figurez-vous, elles se trouvent aussi en Aubrac. Les chasseurs de trésors s'étaient donné rendez-vous par une météo humide. Photobrac est un festival de photographie de nature animalière et humaine dont l'ambition est de promouvoir la diversité des regards photographiques portés sur notre planète. Nous y étions, ça vous a pas échappé. Allez, pour ouvrir ce journal, je vous invite dès à présent à prendre la direction de Florac où le jeudi 12 septembre ont eu lieu les journées portes ouvertes de l'atelier agroalimentaire de Florac pour présenter cet institut essentiel autant au monde agricole qu'aux particuliers pour la transformation alimentaire et ce notamment en circuit court. Un atelier qui s'étend sur 600 mètres carrés, il est très achalandé et il peut accueillir autant des produits laitiers que des produits carnés ou des productions végétales. Un reportage de Marion Guibaudot. Alors aujourd'hui, la porte ouverte, c'est à la fois présenter le CFPPA, on propose des formations, apprentissages et formations adultes dans le milieu agricole, et puis ouvrir aussi les portes de l'atelier agroalimentaire, qui est ouvert aussi pour les professionnels, le particulier. Donc c'était important pour nous aussi de se faire connaître à la fois sur le local et puis de faire profiter aussi les touristes et puis les personnes intéressées pour se former chez nous. Ce site implanté juste à côté de l'Office de tourisme a ouvert grand ses portes pendant une journée avec visite des différents ateliers et animations autour de la framboise pour ceux qui souhaitaient s'essayer à de la transformation. Le matin a été consacré à la confection d'un sorbet tandis que l'après-midi, un cours autour de la confiture était organisé pour les volontaires. Écoutez, je suis très contente aujourd'hui. On a du monde. Beaucoup de questions ont été posées sur des personnes qui passent et qui sont intéressées aussi parce qu'on oublie très souvent l'enseignement agricole public et même l'enseignement agricole tout court, je vous dirais. Et donc c'était très chouette aujourd'hui de présenter nos formations et de refaire découvrir cet enseignement. Cet atelier de production de plus de 600 mètres carrés est dédié à la transformation agroalimentaire de type fermière et s'articule autour d'unités de transformation répondant aux caractéristiques de différentes productions telles que la viande, les légumes, les fruits frais et le végétal, ainsi qu'un atelier laitier, et s'adaptant constamment aux nouvelles demandes. Pour les professionnels qui veulent tester leurs recettes ou des machines avant de se lancer dans des achats ou pour se former tout simplement, le site de Florac offre de nombreuses possibilités, autant pour des apprentis que pour des formations adultes par ailleurs.
Outre son rôle d'outil pédagogique pour toutes les formations dispensées, près de 1000 apprenants par an, le centre est également un atelier relais pour près de 200 producteurs ou artisans de bouche du territoire qui viennent y transformer leurs produits dans une logique de circuit court et de maîtrise de la valeur ajoutée. Il y a deux choses. Il y a à la fois découvrir les machines, l'organisation, puisqu'en fait les ateliers, vous savez que les machines sont placées d'une certaine façon pour permettre la facilité de la préparation. Et puis il y a aussi tout un travail ici de formation, de conception d'atelier, puisque ça demande une réflexion sur le type de produit, l'évolution de ce qu'on peut y faire après. Il y a toute la partie sanitaire. Et donc en effet, aux stagiaires, c'est pas que venir transformer, c'est aussi comprendre comment fonctionne un atelier. Voilà. Enfin, les particuliers, sous la surveillance des techniciens qui sont là pour les épauler en cas de besoin ou utiliser les machines pour eux, notamment pour tout ce qui concerne le pressage de jus de fruits, peuvent aussi utiliser l'atelier pour une somme raisonnable. On a ouvert aux particuliers parce qu'il y a une demande et puis je pense que depuis la période du Covid aussi, certaines personnes ont souhaité aussi préparer des conserves et puis certains ont un verger donc ils peuvent faire du jus. Donc c'est une matinée à réserver ici sur l'atelier. Il y a des techniciens qui sont là pour les épauler, les accompagner et puis ils viennent préparer, soit cuisiner, préparer leur confiture, préparer les jus, faire sécher des fruits et des légumes. Et puis c'est un stand qui est un atelier qui est à réserver et puis après ils repartent avec ce qu'ils ont préparé. Normalement, le plus petit c'est je pense que déjà avec les pommes vous pouvez pas venir avec 5 kilos, ça n'a pas de sens, mais en fait c'est une assez grande quantité parce que c'est déjà des gens qui veulent faire des fruits, des jus de fruits par exemple pour l'année ou des confitures, des conserves pour l'année. On vient pas pour faire 10 pots, parce qu'en plus vous avez quand même du matériel qui est semi-industriel, donc il faut que ça soit rentable aussi. Vous avez des machines, vous pouvez y préparer plus d'une centaine de bocaux. Il y a tout un travail à faire et on ne vient pas pour 5 petits pots de conserve, c'est pas possible. Voilà. Mais donc il faut venir sur l'atelier, rencontrer Alexandre Doublé qui est le nouveau directeur de l'atelier et donc qui renseignera les personnes avec plaisir pour continuer leur projet alimentaire. Ce petit site par la taille a acquis une solide réputation dans le monde de l'agroalimentaire puisque les professeurs et techniciens sont régulièrement appelés à se déplacer sur toute la France pour dispenser des formations. En 2025, une nouvelle formation devrait d'ailleurs voir le jour entre les murs de l'atelier autour de la châtaigne, fruit emblématique des Cévennes et qui intéresse pour ses nombreuses qualités, mais dont la filière est en partie à reconstruire. Allez, de retour ici sur l'Aubrac et on va vous parler de bien plus que de simples patates, on va vous parler des pépites, les pépites de l'Aubrac. Samedi 21 septembre, les producteurs des pépites de l'Aubrac, la célèbre pomme de terre lozérienne, tant appréciée en local qu'au-delà. Donc les producteurs ont organisé leur traditionnelle cueillette dans les champs, une journée familiale et conviviale où se côtoient petits et grands et qui permet à chacun de ramasser son précieux trésor, ces petites pommes de terre. La douzaine de producteurs engagés dans ce projet étaient présents sur toute cette journée pour échanger avec le public. La restauration était aussi proposée sur place, mais aussi le but c'était de s'assurer que chacun reparte avec son précieux trésor. Un reportage de Marion Guibaudot. Samedi 21 septembre a eu lieu la traditionnelle journée de ramassage de pommes de terre au champ organisée par les 7 producteurs de pépites de l'Aubrac. Pour cette édition 2024, les producteurs ont innové en organisant dès le matin un petit déjeuner au Manouls. Petit déjeuner qui a connu un franc succès avant que les ramasseurs de tous âges n'enchaînent avec la récolte des 3 variétés de pommes de terre plantées par l'association, des Mona Lisa, des Marabelle et des Agria, variétés adaptées à l'altitude et au climat. Une récolte qui s'est passée au buisson sur une parcelle de l'agriculteur Ludovic Querel. Au final, ce sont près de 15 tonnes de pommes de terre qui auront été collectées par le grand public venu en nombre cette année. Pour le président de l'association Olivier Laporte, 2024 aura été, je cite, une très belle édition avec beaucoup de fidèles qui viennent d'année en année et autant de nouveaux venus qui ont testé pour la première fois ce type de journée. Pour tous ceux qui ne pouvaient pas récolter eux-mêmes les pommes de terre, les producteurs avaient aussi des sacs tout près de 10 kilos. Chacun a pu repartir avec son butin. Sur place étaient aussi vendues les fameuses chips de l'Aubrac produites pour l'association.
En 2025, une nouvelle variété devrait rejoindre la gamme, une chips paysanne plus épaisse et ondulée. Les producteurs de pommes de terre de l'Aubrac cultivent près de 8 hectares, un atelier de diversification pour les agriculteurs locaux, lancé en 2018, d'abord pour cuisiner le traditionnel aligot avec des pommes de terre locales. Pour un produit de qualité, les pépites s'imposent un cahier des charges strict. Les champs doivent se trouver sur l'Aubrac à plus de 800 mètres d'altitude pour éviter d'avoir une terre trop argileuse et donc une récolte non homogène. Aucune irrigation n'est permise pour ces patates de plein champ. 2024 ayant été une année pluvieuse, le calibre de pommes de terre est de très bonne facture, se sont réjouis les producteurs. Ces derniers donnent rendez-vous à tous les gourmands en 2025 pour une nouvelle édition. Allez, de retour ici, nous restons sur l'Aubrac pour le prochain reportage qui concerne le festival Photobrac, un festival qui s'est déroulé du 19 au 22 septembre dernier. Le thème majeur de cette édition était Terre de vie, dont l'affiche était évocatrice, une planète en feu. Reportage. La photo est réussie dans le viseur pour moi et elle n'existe ensuite que sur le papier. Et donc elle n'est définitivement réussie que si je retrouve sur le papier l'émotion que j'ai eue à la prise de vue. Sur les hautes terres de l'Aubrac résonnent encore les hauts, les ah, les ouah qui du 19 au 22 septembre ont rythmé les 4 jours d'un festival haut en couleur. Le festival avait pour titre cette année Terre de vie. Des expositions qui auront fait vibrer les visiteurs de Photobrac, dont l'épicentre se situe à Nazbinal. Le festival vient de refermer ses portes. Photobrac est un festival de photographie de nature, un festival de photographie animalière et humaine, dont l'ambition est de promouvoir la diversité des regards photographiques portés sur notre planète à travers des questions environnementales, la biodiversité, le climat, le développement durable ou encore la problématique de l'extinction animale. Un festival d'accès totalement libre et gratuit, et le succès était au rendez-vous. Un comptage a dénombré plus de 600 véhicules à Nazbinal le samedi en matinée. Ah oui, tout à fait, ouais, ça fait plus de 20 ans, mais ça a vraiment pris encore plus d'importance il y a une dizaine d'années avec la venue de Jean-Pierre Montiel, et puis vraiment l'incursion, mais pas l'intrusion, mais l'accueil qu'ont fait les éleveurs pour permettre aux artistes d'afficher dans leur étable, d'installer des toiles dans leur étable. Ça, c'était un plus magnifique. Et ayant fait le tour aujourd'hui, j'ai vu plein de monde qui me dit « mais c'est extraordinaire ». Direction Marchastel, un charmant village, adossé à son relief si caractéristique. Si le lieu est cosy, un public impressionnant s'est déplacé pour découvrir les œuvres des photographes, comme ici Jean Discours, qui en est à sa 7e participation. Évidemment, les influences qui ont pu m'accompagner du XVIe siècle à aujourd'hui sur la peinture influencent mon travail photographique. Je me considère juste comme un passeur de mémoire. Je vais chercher à transmettre des émotions que je peux ressentir dans le paysage. Avec sa série Haute Terre, Jean Discours nous lance une invitation à une expérience sensorielle intense. Pour toucher, goûter, sentir et entendre le monde avec une acuité retrouvée, il faut alors sortir du corps et entrer dans la montagne afin de devenir l'espace d'un instant un rocher, une pierre, la terre. Il faut étudier un petit peu à la fois les conditions météo. Il y a des applications qui permettent de connaître où va se lever, où va se coucher le soleil, quelle latitude, enfin voilà. Tous les paramètres qui permettent d'essayer d'avoir la meilleure photo possible. Mais parfois, c'est aussi instantané. C'est juste une rencontre fulgurante avec le paysage. C'est une petite lumière qui passe. Le paysage, c'est 360 degrés. Et parfois, tout se passe sur un angle 3-4 degrés dans le paysage. Et il faut aller chercher ce détail-là. Lorsqu'il se part d'un manteau blanc, le paysage se transforme en une œuvre d'art éphémère. Pour le photographe, les massifs des Highlands écossais, les Cairngorm, ressemblent au mont du Massif central qu'il parcourt depuis des années. Je travaille sur des images les plus nettes possibles, avec une définition maximale. Je n'imprime pas plus grand que ce qui est nécessaire pour pouvoir coller l'œil sur l'image. Je ne veux pas d'image pixelisée, je veux une image absolument parfaite. Là, je suis très inspiré des peintres hollandais du XVIe siècle, où à 4 mètres, il y a une peinture, et puis on se rapproche, et à 10 cm, on découvre encore des détails. Et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir rentrer dans le paysage, c'est-à-dire que notre œil s'éloigne suffisamment des bordures de la photographie pour que on rentre à l'intérieur du paysage et qu'on puisse aller chercher des détails. Alors sur la photo qui est derrière, évidemment, c'est un portrait d'une montagne écossaise qui est très connue. Il y a sa photo en entier de la montagne dans l'exposition. Et je voulais avoir son portrait qui a deux faces. Pour moi, une face très rude, c'est sur la partie gauche du diptyque, et une partie beaucoup plus douce sur la partie droite. Et je voulais quand même donner l'échelle. Donc j'ai attendu, il y avait deux grimpeurs qui étaient en train
d'escalader en pleine tempête. C'était un jour de tempête. Et j'ai attendu patiemment qu'au moins un des grimpeurs soit sur une zone un peu blanche pour qu'il puisse ressortir et qu'il puisse donner à la fois l'échelle du paysage et en même temps, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que cette image est en couleur ou en noir et blanc, qu'il puisse indiquer qu'elle est en couleur, puisque un a un anorak rouge et un autre a un anorak jaune. Si des millions d'années ont forgé le plateau massif des Highlands écossais, au point d'en constituer la véritable essence, Jean Discours en a remodelé les contours en appréhendant la lumière et le relief des éléments. Oui, j'utilise toujours les mêmes techniques parce que c'est quelque chose qui est non pas simple pour moi, mais ce qui m'intéresse, c'est le graphisme dans l'image. Donc pour aller chercher ce graphisme, j'essaie de supprimer le relief à la prise de vue. Je travaille avec des longues focales, avec des lumières les plus douces possibles, de manière à ne pas avoir d'ombre sur l'image et pour qu'il ne reste plus que du graphisme, des traits, des points. Et à partir de ça, toute l'image se crée. Et forcément, le spectateur retrouve des images qu'on a pu voir. Je pense aux peintres chinois de la fin du premier millénaire, des peintures sur soie. Je pense aux peintres japonais, aux peintres hollandais, quand les images sont un peu plus en couleur. Donc le rapport, de toute façon, ça reste une image. Et le rapport entre peinture et photographie reste évident. L'extérieur, c'est un studio pour moi. Et donc le projecteur, on ne le choisit pas, c'est le soleil. Mais on peut choisir s'il y a un filtre, pas de filtre, avec les nuages, avec la brume. Et c'est toute cette observation du paysage. Quand je photographie, j'ai une série qui s'appelle Sur le motif et j'ai l'impression de redevenir. Je redécouvre ce que les peintres ont pu découvrir sur le paysage, à observer attentivement. Nous, c'est instantané avec l'appareil photo. Et il faut revenir bien après pour comprendre ce que les peintres voyaient. Autre lieu, autre ambiance, et pour cause, c'est l'église de Marchastel qui sert d'écrin pour l'exposition intitulée « L'homme ». Des autoportraits du photographe Christian Saut. Alors c'est l'histoire d'un homme solitaire qui part sur les chemins en transportant le temps avec lui. Si au premier abord on pense irrémédiablement à une inspiration magritienne, l'auteur s'inspire également des compositions du peintre Caspar David Friedrich. Le photographe aura su trouver son chemin à travers le temps qui défile sans jamais l'attendre. Cette idée est arrivée au hasard, en voulant faire des photos de portraits. Et vu que j'avais personne sous la main, je me suis dit tu vas te faire toi-même ton propre autoportrait. J'ai ouvert mon placard, j'ai trouvé quelques ustensiles, une veste, un vieux sac de voyage, un parapluie, une vieille paire de chaussures. Et j'ai été faire une photo sur un lieu un peu exposé. J'ai fait une première image de dos pour pas qu'on me reconnaisse. Et je suis allé vérifier l'image et j'ai trouvé ça plutôt intéressant et plutôt très rigolo. Et donc j'ai commencé à créer ma série. L'homme est affublé de 3 accessoires systématiquement présents sur les photographies. C'est déjà du portrait, pour moi c'est du paysage, mais aussi du portrait à proprement parler. On peut être de face, de profil, de dos, peu importe, tout ça, ça reste du portrait. Exposé dans une église, ça interpelle forcément. C'est un voyage initiatique que je propose, une expérience visuelle. Et cet homme finira par se délester du temps et par partir pour de nouvelles aventures. À mi-chemin entre la peinture et la photographie, décidément l'œuvre de Christian Saut est à suivre dans le temps. Photobrac, ce sont également des présentations de matériel professionnel, des rencontres, des projections, des débats qui se terminent comme il se doit par des moments de partage passionné. Un festival atypique et surtout humain avant tout, c'est là que réside le secret de l'Aubrac. Cette année, tu vois, ils avaient déjà installé une expo là, sur le devant du monument aux morts, avec l'expo de Renaud d'Angreville. Donc dès le mois de juin, les gens sont venus à la découverte des photos et du futur Photobrac. Là déjà, ils attendent l'année prochaine, ils n'ont pas envie que ça s'arrête, quoi. C'est une histoire passionnelle, c'est une histoire d'un pays, des hommes et des femmes qui l'habitent. Toute une composition, les gens viennent pour découvrir l'authenticité. Alors que le soleil fait une timide apparition, je vous invite, avant de découvrir les brèves de cette édition de votre JT, de commenter, liker et partager pour nous aider dans le référencement de ce journal. Je vous rappelle aussi qu'à l'issue des brèves, je vous retrouverai à la Rosée du matin avec mes invités et on parlera encore pendant quelques instants du festival Photobrac. Sans plus tarder, les brèves. Cyclisme, le 14 septembre, la première édition du Trophée des Cévennes s'est déroulée à la Bastide Puylaurens. Une épreuve organisée par le Seven Team Cyclisme, dont le directeur de course est le fondateur du trophée, Pascal Plantureux. Une course de niveau professionnel puisqu'un juge arbitre et 2 commissaires de course et une quinzaine de signaleurs étaient présents.
Les motos et services de secours encadraient l'ensemble des courses, sans oublier la célèbre voiture balai. Vélo réglé, pédalier ajusté, coureur affûté. C'est par une superbe météo fraîche et venteuse que les 28 participants des U19 où les classes Access Open et Elite étaient ouvertes. Les coureurs engagés se sont élancés pour 2 étapes, l'une contre la montre le matin avec un parcours de 12 km. L'autre, une course en ligne de 118 km composée de 4 boucles. Dès 13h55, un départ fictif était acté afin d'éviter une zone en travaux. Puis le départ réel a été donné à 14h dans des décors grandioses de la vallée de la Borne. Direction Prévenchère pour remonter vers le barrage de Puylaurent, tout en longeant le Chassezac. Une première grande boucle pour repiquer vers Chasseradès afin de boucler vers la Bastide. 3 autres boucles avec un parcours légèrement différent s'ensuivirent. Si dès le départ, c'est l'impressionnante échappée du coureur au dossard 18, Navarro Gauthier, coureur de la catégorie élite et de la team BMC, eh bien figurez-vous, il aura marqué par sa rapidité et son endurance. Il aura franchi le premier tour largement en tête, comptant jusqu'à plus d'1 minute 30 d'avance sur le peloton, et ce pendant une bonne partie de la course. Pour le final général, c'est le dossard 27, porté par Victor Vidal, 25 ans, de l'équipe GSC Blagnac Vélosport 31, qui l'emporte devant Clément Auvin en deuxième position. Et c'est Gauthier Navarro qui finalement montera sur la 3e marche du podium de cette première édition du Trophée des Cévennes. Une organisation de qualité digne d'un Tour de France où l'encadrement aura impressionné de par son professionnalisme. Assurément, un rendez-vous qui s'inscrira comme étant un incontournable des agendas des coureurs cyclistes nationaux. Organisé en alternance avec le canton du Malzieu tous les 2 ans, c'était donc la 5e édition du Comice organisée par les jeunes agriculteurs du canton de Grand-Rieu dimanche 15 septembre. Un événement convivial et familial qui s'est déroulé sous un beau soleil de septembre avec un concours qui s'est focalisé sur la trentaine de Montbéliardes et la 50aine d'Aubrac présentes. Au total, ce sont près de 80 animaux issus de 15 élevages qui étaient exposés sur la place de Grand-Rieu toute la journée. Pour agrémenter cette nouvelle édition, les jeunes agriculteurs du canton de Grand-Rieu ont souhaité, au-delà de la compétition, mettre en avant les jeunes avec un événement dédié. Un défilé de tracteurs fleuris, des tracteurs à pédales ou sans, décorés, que les enfants de 3 à 8 ans ont pu conduire dans les rues de la ville, sous les yeux ravis de la foule qui les a encouragés tout du long. Ce concours était très attendu par les agriculteurs locaux après le long hiatus imposé depuis 2018 à cause du Covid-19. 4 juges auront officié toute la journée pour départager les meilleures bêtes avec les Aubrac jugés à la tâche tandis que les Montbéliardes s'affrontaient sur le ring. En début d'après-midi, un jugement par lot d'Aubrac avait tout de même été organisé sur le ring avant que les Montbéliardes ne reprennent leur place. Rendez-vous est pris pour le Comice du Malzieu en 2025. À Florac, le 20 septembre, s'est achevé le stage IMP3 de formation des chefs d'unité de secours en milieu périlleux et montagne. Après 12 jours intenses, les bénéficiaires ont reçu leurs insignes de chef d'unité et de conseiller technique des mains du capitaine Guy Pourchaud. Il est chef du centre de formation, ainsi que du commandant Pierre Serrano, l'un des fondateurs du Grimpe. Le Grimpe, c'est le fleuron national de la formation en milieu périlleux. Il accueille des stagiaires, y compris en provenance de l'international, et ce tout au long de l'année. Les chiffres annuels sont impressionnants. En Lozère, pour les exercices, ce sont 487 mises au vide en civière avec une personne à bord, sur des dénivelés pouvant atteindre 200 mètres. Pour cette session, 22 stagiaires, dont 6 formateurs, auront été répartis en 3 unités, qui chacune auront réalisé 25 manœuvres de haute technicité. Cette session se sera déroulée du 9 au 20 septembre avec au programme pour les pompiers venus de toute la France des exercices et interventions au rythme soutenu avec 2 objectifs. Extraction de la victime dans les meilleures conditions possibles avec les meilleures techniques, mais également ramener toute l'équipe à la maison. En effet, on déplore 9 décès en service commandé depuis la création du Grimpe en France. Si l'objectif est de former des chefs d'unité, des cadres, la maîtrise d'éléments fondamentaux est vitale. La progression mentale, les techniques de positionnement, de stature de compréhension pour agir en situation d'urgence, d'exception ou de grand risque sont déterminants pour la réussite des opérations de secours, avec bien entendu des règles, du pragmatisme, de la simplicité et de l'efficacité. En somme, il faut optimiser le personnel et le matériel.
Et le Grimpe a 40 ans cette année. En effet, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux est né à Florac en 1984 sous l'impulsion de pompiers passionnés de spéléologie. À cette occasion, un événement de taille sera organisé les 11 et 12 octobre avec de nombreuses surprises impressionnantes qui seront proposées aux visiteurs. Lors de ces journées, 35 entreprises liées à l'univers de la corde seront présentes. Elles seront réparties sur 3 villages. Vous pourrez assister à des conférences, découvrir une exposition retraçant l'histoire du Grimpe, mais également essayer différents matériels. Un parcours de trail sera également proposé. De plus, un hélicoptère sera présent le vendredi, accompagné d'un simulateur d'hélicoptère réel ainsi que d'un simulateur en 3 dimensions. Pour l'occasion, le JT Lozère sera en direct depuis le Centre national de formation du Grimpe et ce le jeudi 10 octobre. Le 4e Salon des maires et des collectivités territoriales de la Lozère s'est tenu à l'espace Georges Frêche de Mende le 19 septembre. Pour cette édition, 2 tables rondes étaient axées sur la thématique forte de la gestion des risques. Un rendez-vous d'échange et de solutions devenu incontournable pour les maires et tous les services des collectivités locales. Ce sont au total 62 stands qui étaient proposés aux 400 participants présents. Le salon s'est clôturé avec la remise des victoires de l'investissement local qui ont mis à l'honneur 7 réalisations exemplaires pour leur impact positif sur la qualité de vie de nos habitants. Les scouts et guides de France, groupe Lozère, lancent un appel aux anciens scouts de la Canourgue en passant par Méruès, Saint-Chély-d'Apcher, Marvejols, Langogne ou Mende. En effet, pour le premier grand rassemblement lozérien du scoutisme qui aura lieu à Mende, 400 scouts et guides de France sont attendus, sont même invités les 26 et 27 octobre à Mende pour clamer les valeurs du mouvement centenaire. À l'occasion des 100 ans du scoutisme, les scouts lancent un appel à tous les scouts de Lozère en vue de l'organisation du premier grand rassemblement du scoutisme de Mende. La manifestation mettra à l'honneur la Lozère et la vie du mouvement dans notre département rural. Un événement qui promet d'être festif et convivial. Au programme, un jeu de piste dans le cœur de ville de Mende pour découvrir ou redécouvrir les lieux qui ont marqué le scoutisme mendois depuis les années 40. Une randonnée, un atelier de construction, un pique-nique partagé, une célébration en plein air et une remise d'insignes et un grand repas bien sûr, un grand repas veillé. Et le groupe Lozère n'a pas d'âge pour accueillir toutes les bonnes volontés de 7 à 77 ans. Si l'idée est bien de rassembler un maximum d'anciens scouts pour partager des souvenirs et vivre les joies du scoutisme le temps d'un week-end, il s'agit aussi de mobiliser de nouveaux bénévoles sur diverses missions, animateurs, animatrices, chefs, cheftaines. Faire vivre le groupe localement, c'est faire vivre le scoutisme à des enfants sur le terrain, un terrain de jeu idéal qui est le département de la Lozère. Et comme le disait si bien Baden-Powell, le fondateur du mouvement, scout un jour, scout toujours. En quelques détours, la Truyère nous amène jusqu'au viaduc de Garabi. Figurez-vous que ce magistral ouvrage d'art vient de fêter ses 140 ans. Bien qu'installé dans le Cantal, la Lozère fait partie intégrante du projet, puisqu'à l'origine, c'est le Floracois Léon Boyer, ingénieur des ponts et chaussées, qui en a porté le projet. Il en confie la finalisation et la réalisation à Gustave Eiffel. La construction de l'ouvrage durera 4 ans pour s'achever en septembre 1884. Et pour célébrer un tel événement, le 21 septembre, l'association des Amis du Viaduc de Garabi a organisé un gala et des échanges avec la présence d'une délégation de descendants de Gustave Eiffel, mais également de l'association Eiffel. Discours officiels et moments de partage ont ponctué ce déjeuner de gala en présence de nombreuses personnalités, dont l'ancien ministre des Transports, Jean-Claude Guessot, de la députée lozérienne, Sophie Pantel, qui pour l'occasion a échangé avec les élus du Cantal, du Puy-de-Dôme et de l'Allier sur les enjeux du maintien de la ligne Aubrac. Durant la journée, des animations étaient proposées aux visiteurs. En soirée, un spectacle préparé par Saint-Flour Communauté était le point d'orgue de la journée, célébrant ainsi le viaduc qui, avec les gorges de la Truyère, sont un décor idéal pour une fin de soirée magistrale, alors que des milliers de visiteurs assistaient au spectacle pyrotechnique intitulé « L'histoire du géant de fer ». Le feu d'artifice a échappé aux artificiers. Bien que les images de l'incendie soient impressionnantes, aucune personne n'a été impactée. 2 hectares de végétation ont brûlé. A noter que depuis 2017, Saint-Flour Communauté œuvre pour l'inscription du viaduc de Garabi au patrimoine mondial, aux côtés de 5 ponts à grande arche de la fin du 19e siècle. Après avoir commandé les porte-avions Foch et Clémenceau, l'amiral Alain Coldefier est venu en Lozère le 19 septembre dernier
pour une conférence portant sur 2 thèmes. L'un concernant la Légion d'honneur, dont il est le président de la Société des membres depuis 2018, une association avec de forts engagements vers la jeunesse et la solidarité. L'autre thème abordé est beaucoup plus en phase avec l'actualité internationale. Il avait pour thème la guerre et la justice. Un amiral au long cours, sorti de l'école navale, il aura fait le tour du monde en passant par la Polynésie, l'Afrique ou encore la Corée notamment, avant de poursuivre sa carrière de haut gradé dans la marine nationale. Il rejoindra l'état-major, puis après une brillante carrière, en 2006, il est promu inspecteur général des armées. Homme de poigne au caractère bien tranché, l'amiral Coldefy est venu à Mende à l'initiative de la Société des membres de la Légion d'honneur, section Lozère, dont Alain Turc en est le président. La conférence était gratuite et affichée salle comble. Mercredi 18 septembre, la Fédération départementale des CUMA a organisé sa traditionnelle journée machinisme. Cette année, c'est sur le cause de Sauveterre que les agriculteurs lozériens sont venus découvrir les nouveautés en matière de distribution et alimentation, thème retenu en 2024. Décileuses, robots distributeurs, mélangeuses, autochargeuses, les éleveurs du département ont pu discuter toute la journée autour des avancées technologiques de ces machines via des démonstrations qui permettent en partie de ménager la santé des exploitants agricoles puisque certains gestes répétitifs sont désormais effectués par les machines et de pallier le manque criant de main-d'œuvre sur les fermes. Depuis plusieurs années maintenant, les exploitations agricoles doivent faire face à un contexte inflationniste important. La mécanisation est l'un des premiers secteurs concernés avec une hausse conséquente du prix des matières agricoles subie depuis les 3 dernières années. Malgré cela, il existe des leviers pour maîtriser les charges de mécanisation et l'investissement collectif via les CUMA en fait partie. En Lozère, ce sont près de 90% des agriculteurs qui adhèrent à au moins une CUMA. Sur les hauteurs de Badarou, très tôt en ce dimanche 15 septembre, alors que nous gravissions l'étroite route qui mène au stade de la Biogue, à la radio, France Info posait la question suivante. Après l'engouement des Jeux Olympiques, les Français auront-ils le courage de se lever et de faire du sport ? Eh bien oui, chez nous en Lozère, terre de sport, sous l'impulsion de l'association Vélos 48 et de ses bénévoles, les 42 VTTistes et les 45 coureurs cyclistes l'ont fait. Merci beaucoup en tout cas. Attention, hein. Ouais, super. On est content parce qu'on retrouve des collègues là. Voyez, Les conditions climatiques étaient parfaites, un petit vent frais avec un soleil radieux pour une journée de grand bol d'air. Les participants étaient venus de tout le département, représentant fièrement leurs clubs respectifs, le cyclo-club Marvejolet, le cyclo du Malpas, ou encore le Lozère Sport Nature et bien entendu les cyclistes et bénévoles du Vélos 48. La 8e édition du cyclotourisme route VTT VAE comprenait vélo assistance électrique, était en ordre de marche. 4 parcours au choix étaient au programme de cette matinée. L'un de 61 km ou plus long sur la route avec 5 km, comptant 1780 mètres de dénivelé positif. Pour se faire direction Mende, Balsiège, Brenoux, Pont de Montvert et retour à Badarou par le col de Finiels. Pour les VTT, 2 tracés, dont un pour les plus audacieux qui additionne 1290 mètres de dénivelé positif et qui totalise 44 km de parcours. Pour se faire direction Le Chastel, puis une grande boucle au nord direction Charpal avec un retour par le bord. Les inscriptions terminées, le petit déjeuner savouré, discours de bienvenue effectué. Le départ fut donné à 8h40 par Yvan Saint-Léger qui ouvrait la route à bord de son véhicule. Les 45 coureurs route en tête, suivis de près par les 42 VTTistes. L'association, une fois n'est pas coutume, avait gratifié les participants de cadeaux offerts par les nombreux partenaires, sans omettre un généreux repas afin de reprendre quelques douces calories. Et comme le disait si bien Mireille du cyclo-club Mandois... Là, c'est des collègues qui organisent, il faut faire quand même un petit effort quand même. Tout à fait. Voilà. Un effort, c'est un plaisir. Ah oui, un effort pour se lever, un plaisir de rouler. Voilà. Mardi 24 septembre, la colonelle Marie-Béatrice Tonani, tout récemment affectée en Lozère, a officiellement pris le commandement du groupement de la gendarmerie nationale de notre département. La cérémonie s'est déroulée place Urbain 5 à Mende, sous le commandement du lieutenant-colonel Angelbert, commandant second du groupement de la gendarmerie de la Lozère, et ce en présence de M. Philippe Castanet, préfet de la Lozère, des autorités civiles et militaires, des élus,
mais également la présence du commandant de la région Occitanie, le général Thibault Lagrange, qui a remis la délégation de commandement à la colonelle Tonani. Elle succède au colonel Cédric Michel, qui a pris le commandement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La colonelle Marie-Béatrice Tonani, en provenance de la direction générale de la gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux, lui a succédé le 1er septembre dernier. Vous reconnaîtrez désormais pour votre chef la colonelle Tonani, ici présente, et vous lui obéirez en tout ce qu'elle vous commandera, pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la France. À l'issue de la cérémonie, lors de son allocution, le général a rappelé la longue carrière de la colonelle, une carrière débutée par des études en biologie en début des années 2000. Elle rejoindra l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Elle sera également attachée à l'administration centrale. Elle prendra la direction de la compagnie du Vigan, où ses qualités ont été couronnées de succès dans des situations les plus complexes, avec calme, sérénité et anticipation, nous relate le général Lagrange. Elle a également eu un rôle prépondérant dans un service judiciaire où elle a coordonné un groupe de travail relatif aux actes de barbarie et de torture perpétrés sur des animaux sur le territoire. Riche d'un parcours varié, le général a loué l'engagement opérationnel de la colonelle Tonani, sa grande capacité d'adaptation, son sens du devoir et de la nation, sa rigueur, des qualités professionnelles qu'elle mettra au service des Lozériens. Au cours de cette cérémonie, des distinctions ont été également décernées aux gendarmes qui se sont particulièrement distingués. Vous avez fait preuve en la circonstance de très belles qualités professionnelles qui font honneur à la gendarmerie nationale. Samedi 14 septembre, le foirail de Nasbinal a résonné des mugissements des 240 Aubrac issus de 44 élevages alignés pour le départemental Aubrac 2024. Un concours en une journée et en plein air aux aires de fête familiale et conviviale. Organisé par le syndicat départemental Aubrac Lozérien et la chambre d'agriculture du département, la compétition a drainé de nombreux spectateurs sur le foirail qui ont pu admirer de très beaux représentants de la race et des élevages lozériens. Cela fait plus d'une quinzaine d'années que le départemental Aubrac n'avait plus eu lieu à Nasbinal. Pour Bernard Bastide, maire de la commune, conseiller régional Occitanie et président du PNR Aubrac, retrouver le départemental sur ce plateau emblématique était une vraie gageure. Désormais élus, éleveurs et acteurs de la race sont tournés vers le national Aubrac qui aura lieu à Aumont-Aubrac en septembre 2025. Allez, je vous l'avais promis en ouverture de ce journal, on se retrouve avec Jean-Pierre et Nathalie. Enchanté, ravi de vous retrouver. On était en train de blaguer parce qu'on disait que la mèche était du même côté pour tous les deux, quel que soit le sens du vent. Nous sommes ici au... comment ça s'appelle ? Photobrac. À la rosée du matin. Non mais en fait, Photobrac, je vous explique. C'est une ambiance de feu, c'est des bénévoles, c'est des guélurons, mais surtout c'est très sérieux, très professionnel. Combien de bénévoles, Photobrac ? Entre 60 et 80, ça tourne à peu près, ouais. D'accord. Et parmi les bénévoles, Nathalie ? Oui, mais enfin, moi, c'est du détail. C'est les 69 autres qui sont très importants, quoi. Eh ben, oui. Alors, très important, édition du Photobrac, donc ça a démarré, ça fait plus de 20 ans maintenant. C'est un festival qui a sa place à part entière au niveau des festivals, même au niveau international, on peut dire. C'est quoi un peu la grande ligne ? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée du patrimoine. Le plus beau patrimoine à visiter, c'est la Terre. Et la Terre, justement, est au centre de Photobrac pour cette année. Comme toutes les années, nous consacrons, enfin on ne consacre pas, mais disons qu'on veut un peu dénoncer un peu tout ce qui se passe contre cette terre où on habite tous et où on est tous embarqués sur la même terre, en fait. Sur un beau vaisseau. Voilà, exactement, ouais. Alors, comment vous avez choisi les photographes qui ont exposé ? C'est très compliqué, j'imagine. C'est un travail de longue haleine. Alors en fait, c'est un gros travail parce qu'on a eu plus de 300 demandes de participation. Sur ces 300 demandes, il y a un comité de sélection qui est désigné et qui choisit 45 élus. Sur ces 45 élus, donc il y a des gens qui sont plus ou moins photographes, d'autres qui sont des grands photographes. Et il y a aussi, nous, on se permet maintenant de prendre ce qu'on appelle les pépites. En fait, c'est ceux qui n'ont pas été retenus, dont ils ont des expos qui sont très intéressantes, mais elles ne sont pas abouties. Donc chaque année, on prend une photo ou deux photos de chaque photographe qui n'ont pas été retenus et on les expose sur les grilles de la mairie. Sur les grilles de la mairie, mais pas que. Alors je crois que j'ai une mouche qui joue avec moi.
Parce que Photobrac, la particularité, c'est que justement, on ne met pas des cimaises comme ça dans un lieu d'exposition particulier. C'est que Photobrac, ça peut être dans la rue, mais ça peut être dans une église, ça peut être dans une étable, et pourquoi pas dans un bureau, et voire même au milieu des champs. Et au milieu des champs. Donc là, il y a une préparation de dingue, parce que pour ne pas citer la ferme de Bourquincan, c'est 3 semaines en amont qu'on a mis en place les expositions, donc en extérieur, en intérieur, évidemment, comme tu l'as très bien dit, étables, bureaux, que nous prêtent gracieusement les agriculteurs du coin. Donc, et en ce jour de patrimoine, ça nous permet de venir voir aussi ces lieux complètement atypiques. On a à Nasbinal, on a des plus vieilles étables de Nasbinal qui nous sont ouvertes, chez Lucien Labouret, chez Jean Prat. C'est assez extraordinaire. Et donc, quand on voit ces étables avec ces écrins de photos, et voilà, ça revit, c'est splendide et c'est un moment lumineux. Moment lumineux, endroit qui revive, qui resplendisse, comme ici, nous sommes à la Rosée. Il va se passer quoi ce soir à la Rosée? Parce qu'il y a des conférences aussi, il y a des expos, il y a du matériel, il y a des professionnels pour du matériel, mais il y a aussi des conférences. Oui, il y a des conférences. Ce soir, c'est Fred et Olivier Larrey, qui sont des grands photographes, qui ont fait des sujets sur la Panthère des Neiges, qui vadrouillent un peu dans tout le monde, surtout dans le froid. Et donc ce soir, il y a une soirée qui leur est consacrée. Et donc ils ont une exposition qui est sur le Foirail, une grande expo sur la Panthère des Neiges, et une autre expo dans une grange, plutôt la grange Labouret, qui est au centre du village, qui est consacrée un peu à toute la taïga, toute la faune qu'il y a dans le Grand Nord. Alors, on rappelle, parce que là, ça va bientôt démarrer, il va falloir qu'on rende l'antenne. Photobrac, c'est beaucoup de bénévoles. C'est combien d'exposants cette année? Cette année, on a plus de 65 expositions sur une vingtaine de lieux différents. Et voilà, tout simplement. Alors, bien sûr, le nerf de la guerre, c'est les bénévoles, vous l'aurez compris, mais il y a un autre nerf de la guerre qui est très compliqué, c'est l'aspect financier. On en est tous réduits, et nous, chez KWZ aussi d'ailleurs, chez tous nos fournisseurs et tout le monde nous dit restriction des budgets. Comment ça se passe? Parce que l'année dernière, vous aviez commencé à tirer la sonnette d'alarme. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous donne un coup de main? Et est-ce qu'éventuellement, si des personnes nous écoutent, comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Pour nous aider, nous, ce qui nous manque en fait, c'est comme ce que tu disais, c'est le nerf de la guerre. Donc de toute façon, alors il y a une participation de l'État, évidemment, les collectivités locales nous aident. On a cette année, depuis l'année dernière, on a commencé à avoir un lieu qui est réservé aux marques d'appareils photo, qui sont nos partenaires et qui nous permettent de vivre. Maintenant, s'il y a des donateurs, nous sommes preneurs. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, on peut consacrer un lieu d'exposition, on peut consacrer une exposition à un donateur sans problème. Et il y a une possibilité aussi, c'est d'acheter le livre. Oui, chaque année on sort un livre, donc à venir acheter à la boutique éphémère du festival, 26 €. On a fait des pins à 2 €, donc le livre 26 € plus 2 pins, ça vous fait 30 €. On ne rend pas la monnaie, c'est super. Et puis nous, ça nous aide. Alors des euros, ça fait des heureux. Oui, ça, exactement. Et nous ne sommes pas les seuls à être heureux, parce que avec le monde qui est autour de nous, et là aujourd'hui, en fait depuis le week-end, tout le monde qui s'est déplacé, tout le monde, enfin l'élan est ultime en fait, et de nous dire l'année prochaine on revient. Donc il faut on l'espère tous. Photobrac, c'est en général 25 000 visiteurs quand même à peu près chaque année. Difficile de quantifier, mais voilà, on va dire que ça amène du monde. Donc on est ravis, et je crois que cette année c'est une belle édition aussi, et pas mal là ça bouchonne, donc j'ai des coups de fil, ça bouchonne là, je suis coincée, donc c'est bien quoi. Et vous l'avez vu sur les images pendant le reportage, effectivement ça bouchonne partout. Tout à l'heure, le reportage était consacré essentiellement sur Marchastel, et il y avait des embouteillages à Marchastel. Autant vous dire que c'est quand même peu courant. Le maire envisage de mettre un feu de circulation. Oui, exactement, ouais. On a essayé, ouais. Ah non, on n'espère pas justement, on ne sera jamais Paris, et c'est un heureux pari qu'ils ont fait. Merci à vous deux. Je ne retiens pas plus, on a des millions de choses à dire. Je suis un peu speed là du coup. Merci à toi. D'être venu nous oui, voir. C'était entre deux en fait, je vous explique, chers spectateurs, c'est enregistré entre deux. Il y a 2000 personnes qui attendent pour rentrer dans la salle. Donc on termine tout de suite ce direct du JT. Et encore merci à vous d'exister, d'être là, à tous les bénévoles de Photobrac. À bientôt. Merci. Un grand merci à tous les bénévoles qui contribuent au succès du festival Photobrac.
Changement de sujet, changement d'ambiance. Le Grimpe, vous connaissez, ce sont les pompiers qui interviennent en milieu périlleux, voire même en montagne. Eh bien, ils vont fêter leurs 40 ans cette année, au mois d'octobre. Et nous serons en direct le jeudi 10 octobre, en direct depuis Florac, avec les pompiers du Grimpe. Ça sera Marion qui va présenter cette édition du journal, avec la complicité de Sébastien, qui sera en premier de cordée. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela. N'hésitez pas à contacter la rédaction de votre JT à l'adresse qui s'affiche ci-dessous, rédaction@kwztv-du6lozère.fr. Quant à moi, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.